Je vous propose de découvrir aujourd'hui une très célèbre affaire qui a marqué l'histoire du Brésil. Il s'agit de la prise d'otage du bus 174. Un homme va prendre en otage les passagers d'un bus. Cette sordide histoire se terminera d'une manière aussi spectaculaire que dramatique, et le tout à la sauce brésilienne, c'est-à-dire retransmis en direct à la télévision. Mais ce criminel sans vergogne a autrefois été un enfant. Un enfant qui a été très tôt exposé à la cruauté humaine et à la misère, une enfance ponctuée de drames et d'injustices qui forgeront sa personnalité d'adulte, un adulte qui n'a plus rien à perdre. Cette histoire mettra en lumière le sort de ces enfants des rues, abandonnés par la société, qui n'ayant aucune perspective d'avenir, basculent dans la criminalité. Une question se pose alors: est-ce que pour vaincre la criminalité, il ne faut pas avant tout vaincre les injustices sociales et la misère, ne pas détourner le regard et tendre la main à ceux qui deviendront les adultes de demain? Découvrez aujourd'hui la triste et célèbre histoire de la prise d'otage du bus 174. Salut, moi c'est Lilia, et moi Rookie, et nous sommes les Yuki J'espère. Tiens à remercier le sponsor du jour, Dice Dream. Dice Dream est un jeu mobile qui se joue en lançant des dés. Vous lancez des dés pour gagner des pièces ou pour avoir l'opportunité d'attaquer ou de piller les royaumes des autres joueurs. Et avec tout cet argent, vous allez pouvoir construire votre royaume. Et plus vous avancez dans le jeu, plus les récompenses sont cool. Je peux construire, voilà, pour les habitants, que j'ai assez... Non, mais là oui. C'est nul. Non, je suis pas nulle, je suis meilleure que toi déjà. Et en plus de construire son royaume, il y a aussi tout le temps des petits défis, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours des choses différentes. Par exemple, en ce moment, il y a comme défi l'Evas Mission qui vous permet de gagner plein de récompenses et en plus d'affronter d'autres joueurs dans des mini-jeux pour gagner encore plus de pièces d'or afin de construire votre royaume. Le jeu est vraiment sympa, les personnages sont super mignons et en plus, l'univers est hyper coloré. Par exemple, moi, j'aime beaucoup jouer à Dice Dream avant de m'endormir pour me détendre ou quand je suis dans les transports. Ce qui est cool avec Dice Dream, c'est que vous pouvez l'utiliser hors connexion, pas besoin d'internet. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand vous jouez et de vous retrouver sans connexion, impossible de jouer entre deux stations de RER. Alors qu'avec Dice Dream, vous pouvez toujours jouer. C'est vraiment un jeu auquel on peut jouer partout où on veut et quand on veut. Et on peut même jouer ensemble si vous voulez. N'hésitez pas à rejoindre notre équipe à moi ou Rookiki, comme ça on pourra jouer tous ensemble. Donc si vous cherchez un jeu sympa, n'hésitez pas à tester gratuitement Dice Dream en cliquant sur le lien en description ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Oui, Rookiki. Allez, on vous laisse avec la vidéo. L'affaire du jour s'est déroulée dans la ville de Rio de Janeiro en l'an 2000. Et pour mieux la comprendre, il est important de s'attarder sur la vie du preneur d'otages, un certain Sandro Barbosa do Nascimento. Il est dit que ce sont les événements de son enfance qui ont forgé, je cite, sa personnalité criminelle, que de victime, il est devenu bourreau. Alors je vous propose de remonter 22 ans avant les faits. Le petit Sandro voit le jour dans une favela de São Gonçalo, située dans l'état de Rio de Janeiro. La famille est pauvre, mais elle est grande et unie. Et le premier traumatisme que vivra Sandro, c'est l'abandon du foyer par son père alors qu'il n'est encore qu'un petit garçon. Mais Sandro a la chance d'avoir une mère protectrice et aimante. C'est une mère courage, elle tient un petit commerce, alors je ne sais pas lequel, je pense que ça doit être une petite épicerie, mais peut-être que c'est autre chose. Elle ne gagne pas des 1000 et des 100, mais ça lui permet au moins de mettre du pain sur la table. Mais un jour, tout va basculer. L'autre traumatisme qui va forger la personnalité de Sandro, c'est la mort de sa mère. Alors qu'il n'est âgé que de 8 ans, sa mère, qui, précisons-le, était enceinte d'un petit garçon, est poignardée sous ses yeux. Elle est poignardée par 2 clients ivres qui refusaient de payer ce qu'ils lui devaient. La pauvre va agoniser dans les bras de son fils, et alors qu'il voit sa mère mourir sous ses yeux, alors qu'elle se vide de son sang et qu'elle rend son dernier souffle, Sandro va voir le bébé bouger dans son ventre. Et le pauvre, du haut de ses 8 petites années, perd à la fois sa mère et ce petit frère qu'il avait pourtant hâte d'accueillir. Le voilà donc orphelin. La belle et grande famille a depuis longtemps volé en éclats. Désormais, son sort n'a l'air d'intéresser personne, à l'exception, fort heureusement, de sa tante.
Et pourtant, elle vit elle-même dans des conditions misérables, dans l'un de ces bidonvilles aux allures de décharge. Il n'y a pas assez de place pour ses enfants, mais tout le monde n'aura qu'à serrer un peu plus. Elle refuse d'abandonner Sandro, ce gentil petit garçon qu'elle a vu naître et qui, selon elle, était tout à fait incapable de faire du mal à une mouche. Ce n'était tout simplement pas dans sa nature. Mais voilà, Sandro n'arrive pas à s'adapter à la vie chez elle. Il préfère, du haut de son jeune âge, aller tenter sa chance en ville, dans le centre de Rio. Il a l'espoir de s'en sortir. Il devient alors ce que l'on appelle un enfant des rues. Ils sont nombreux à être dans son cas, à quitter leur bidonville pour tenter leur chance en ville, alors qu'ils ne sont encore que des enfants. Alors dans son malheur, il n'est pas seul. À cette époque, nombre d'enfants indigents, qu'ils soient orphelins, fugueurs ou autres, ont trouvé refuge dans le quartier de Candelaria, au cœur de Rio. Ils sont près d'une centaine à dormir dehors, aux alentours de l'église Candelaria. Mais n'ayant jamais été scolarisé, ne sachant ni lire ni écrire, et étant encore trop jeune, aucune opportunité de travail ne s'offre à lui, c'est tout le contraire même s'il est vrai qu'il existe de rares associations qui essayent tant bien que mal de venir en aide à ses enfants, et chaque jour est un défi pour ces enfants pour simplement trouver de quoi se nourrir. Alors, pour survivre, il se retrouve, comme ses petits compagnons d'infortune, à devoir mendier ou voler. Et la violence est omniprésente, meurtre, agression sexuelle, et c'est rapidement, comme la majorité de ses enfants, qu'il tombera dans la drogue qui gangrène littéralement le quartier. Enfants comme adultes sont touchés par ce fléau. Et les années vont ainsi passer et chacune d'elles se ressemble, mendier ou voler pour pouvoir manger et pour pouvoir se payer des drogues bon marché, le tout entrecoupé de vagues programmes associatifs où on essaye de changer les idées à ces enfants, mais par manque de moyens, il n'y a jamais rien de concret. On ne leur apprend ni à lire ni à écrire, on ne les forme à rien. Mais alors que Sandro vient d'avoir 15 ans, un autre terrible drame va le frapper. Il est connu sous le nom du massacre de Candelaria. Nous sommes alors le 23 juillet 1993. Ce soir-là, Sandro et une cinquantaine d'autres enfants sont comme à leur habitude en train de dormir, dehors, à même le bitume, sous des cartons. Ils sont éparpillés un peu partout devant l'église Candelaria, lorsqu'un peu avant minuit, un taxi et une chevette, donc c'est une voiture, tous deux aux plaques masquées, se garent devant l'église. Et c'est une dizaine d'hommes cagoulés qui vont en sortir. Ils se précipitent sur les enfants endormis, puis ouvrent le feu, comme ça, sans aucune raison. Certains vont mourir sur le coup, d'autres seront blessés, et d'autres encore qui auront réussi à prendre la fuite seront même poursuivis jusque dans les rues adjacentes par leurs assaillants. C'est un véritable bain de sang. Et bientôt, le groupe d'hommes prend la fuite et on dénombrera pas moins de 8 victimes, des garçons comme des filles, âgés entre 11 et 19 ans. Des dizaines d'autres seront blessés et l'un des survivants n'est autre que Sandro. Il connaissait chacune des victimes qui étaient ses amis et là encore, certains vont même mourir sous ses yeux. Et une rapide enquête révélera que la grande majorité de cette milice était composée de policiers. Oui, des policiers qui n'étaient pas en service et qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'aller tuer des enfants sans abri, comme ça, sans raison. Ils considéraient que c'était là de la vermine à éliminer. Et l'un d'eux, sachez-le, prendra la fuite, il ne sera jamais retrouvé. 3 autres seront condamnés et ont depuis été libérés, donc vous avez une idée des peines un peu ridicules qu'ils ont eues. Quant aux 6 autres, ils seront éhontément disculpés alors même qu'il existait nombre d'éléments prouvant leur implication. Et pour comprendre cet événement, il est important de parler du contexte. Les violences policières étaient légion, c'était même une sorte de stratégie d'État. Le gouvernement encourageait les policiers à être sans pitié pour endiguer la violence. Il y avait même des primes qui avaient été mises en place à cette époque, à qui on a donné le surnom de primes du Far West. Elles portaient bien leur nom car tuer des criminels était encouragé et on disait même que la bravoure d'un officier se mesurait au nombre de morts qu'il faisait. Alors qu'en principe, la police est censée, je cite, protéger et préserver la vie, ce ne sera pas le cas. L'État pousse à l'élimination. On disait à l'époque qu'un bon criminel était un criminel mort. Et forcément, ça a entraîné énormément de bavures.
Nombre d'innocents qui n'avaient rien demandé à personne ou de simples suspects étaient abattus et l'événement de Candelaria n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, puisque certains policiers se sentaient tellement au-dessus des lois et encouragés dans cette voie qu'ils n'hésitaient pas à tirer à l'aveugle, en service ou hors service, puisque de toute façon, ils avaient l'intime conviction qu'ils n'allaient jamais être punis pour ça. Mais s'en prendre à de pauvres enfants des rues en plein sommeil, pour le coup, c'est quand même assez mal passé aux yeux de la population. Les citoyens qui, je le rappelle encore une fois, doivent être protégés, se retrouver à vivre dans la peur d'une exécution arbitraire, criminelle ou non. Alors ça a été la goutte d'eau qui forcera le gouvernement à changer sa stratégie. Alors imaginez un peu l'impact de cet événement sur Sandro et ses autres enfants. Le professeur, pédagogue et journaliste Roberto Cagliani Gianero a déclaré que tout au long de sa vie, Sandro n'a jamais eu accès à des conditions de vie dignes, qui sont pourtant nécessaires pour, je cite, faire l'expérience d'une réalité différente. Ce qui l'a conduit à une condition de vulnérabilité sociale et qui a développé en lui un fort ressentiment. Et après ce drame, désireux de s'en sortir, Sandro va s'inscrire à un programme social. Il veut s'en sortir plus que jamais. Il fera de la capoeira. Voilà, comme je vous le disais, on ne leur apprend ni à lire ni à écrire, on essaie de leur changer les idées. On ne les forme même pas à un métier, non. Et son professeur/éducateur, sachez-le, gardera un très bon souvenir de lui. C'était selon lui quelqu'un de bien, mais sa dépendance à la cocaïne et le besoin d'argent vont le pousser, au bout de quelques années, à abandonner le projet et il va recommencer à errer dans les rues de la ville, vivant de menus larcins. Et celui qui était autrefois surnommé Sandrinho est désormais surnommé Mancha. Il n'a désormais plus aucune perspective d'avenir. Il a compris une chose, la société ne veut pas des gens comme lui. Alors à l'âge de 20 ans, il est déjà passé au moins une dizaine de fois, que ce soit par des centres socio-éducatifs pour mineurs et puis par la case prison. C'est désormais son quotidien et peu de temps avant les faits, alors qu'il avait été arrêté et détenu dans un poste de police de la région, il s'était échappé. Voilà, donc il était en fuite au moment des faits, mais rien de nouveau sous le soleil. En fuite ou pas, ça ne change pas grand-chose au quotidien de Sandro. Mais tout va basculer le 12 juin 2000. Ce jour-là, après avoir consommé de la drogue pendant 24 heures consécutives, eh bien, il décide avec un ami d'aller se faire un peu d'argent, donc de voler. Et Sandro emporte avec lui un revolver, mais leur tentative de vol va se solder par un échec. Les deux compères, donc je n'ai pas de détails quant à cette tentative de vol, est-ce que c'était un commerce, est-ce que c'était un badaud, je ne sais pas. Les deux compères vont prendre la fuite, les officiers de police vont se lancer à leur trousse. Pour les semer, les deux amis prennent des directions différentes et ça va marcher. Mais dans le doute, Sandro, qui voit un bus de la ligne 174 arriver, décide de l'emprunter. À ce moment, rien ne le différencie d'un autre usager. Il est en short, t-shirt et semble attendre le bus comme tout le monde. Et quand le bus arrive, il est alors 14h25. C'est une heure d'affluence, en sachant que cette ligne est de base très fréquentée. Et au Brésil, dans les bus, il y a des tourniquets à l'avant. Vous ne pouvez passer que si vous compostez votre ticket et il y a généralement un percepteur qui accompagne le conducteur. Sandro paye son ticket et part s'asseoir tranquillement. Il choisit la place qui est située juste derrière celle du conducteur. Et alors qu'il se pense tiré d'affaire, il est repéré par deux des policiers qui étaient à sa recherche et qui circulaient alors en voiture. Ils décident de l'intercepter. Pour ce faire, ils appellent des collègues et plusieurs voitures de police vont converger et encercler le bus, forçant ainsi le conducteur à s'arrêter. Sandro comprend alors qu'il a été repéré et d'un coup d'un seul, il bondit de son siège, il brandit son arme, saisit une jeune fille comme ça au hasard et lui pointe son revolver sur la tête. Et là, c'est la panique, c'est le branle-bas de combat. Alors que Sandro est surpris, nombre de passagers percutent que c'est le moment ou jamais de tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire s'enfuir, il y a quelqu'un d'armé dans le bus. Le conducteur du bus, José Fernandez do Nascimento, 51 ans, va avoir le bon réflexe. Avant de sauter par la fenêtre, il va ouvrir les portes du bus, permettant ainsi à de nombreux passagers de prendre la fuite.
Et il va déclarer, je cite, « J'étais terrifié. Je travaille depuis 20 ans, j'ai été témoin de 10 vols, mais je n'ai jamais rien vécu de tel. » Mais Sandro va réussir à reprendre le contrôle en prenant en joue les 11 pauvres passagers qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Alors il y a 10 femmes et un homme. Sandro fait aussitôt fermer les portes du bus et ordonne qu'on ferme toutes les fenêtres. Il est alors 14h30. Et sachez que l'un des passagers apeurés, un certain Carlos Leite Faria, âgé de 35 ans, qui a par chance réussi à prendre la fuite par une fenêtre, aura la désagréable surprise d'être plaqué au sol par les policiers et embarqué au commissariat. Il est alors soupçonné, à tort, d'être le complice de Sandro, et les policiers se rendront compte de leur erreur plus tard. Il sera libéré, mais disons qu'il a quand même été un peu traumatisé. C'était la double peine pour lui. Le bus est alors stationné sur l'Avenida Jardín Botánico, une avenue très fréquentée. Et bien sûr, au même moment, les policiers lancent l'alerte. Ils indiquent par radio qu'une prise d'otage est en train d'avoir lieu sur la ligne 174. Le ravisseur, quant à lui, est pris de panique. Il n'a qu'un seul objectif, se tirer de là. Il décide que le bus doit repartir. Alors il va prendre une otage au hasard et ça tombe sur la pauvre Luciana Carvalho. Et il pointe son revolver sur elle, la traîne jusque l'avant du bus et la somme de démarrer. Démarrer, oui, mais pour aller où ? Puisque même si Luciana le voulait, eh bien elle ne peut rien faire, le bus est encerclé. Alors impossible d'aller où que ce soit. Sandro doit se rendre à l'évidence, il est forcé d'abandonner son projet de fuite. Et Sandro, surpris de la vitesse à laquelle tout ça s'est passé, eh bien décide de tirer un coup de feu en l'air à travers l'une des fenêtres du bus. Ce qu'il souhaite, c'est intimider ceux qui l'entourent pour que plus personne n'avance. Une foule de curieux afflue. Et seulement une poignée, je dis bien vraiment une poignée de minutes plus tard, franchement c'est leur spécialité au Brésil, eh bien ils sont rejoints par des journalistes. Et sachez qu'aucun cordon de sécurité ne sera installé pour les éloigner, ni eux ni les spectateurs. Il a été dit, je cite, « Personne n'a essayé de retenir la foule comme si ce spectacle appartenait à tout le monde. » Et en parallèle, le BOP se met en route. C'est l'action de la police militaire du bataillon d'opération spéciale. Il s'agit de l'unité d'élite chargée d'intervenir dans de pareilles circonstances. Et les policiers déjà sur place ont l'ordre de ne pas intervenir. Et bientôt donc, la prise d'otage est retransmise en direct à la télévision. La plupart des programmes sont suspendus, la quasi-totalité en réalité. Et ces images, il faut le dire, sensationnelles, vont tenir le pays tout entier en haleine. Tout le monde a les yeux rivés sur le bus 174. On estime que c'est plus de 35 millions de Brésiliens qui suivront les événements. C'était là la plus forte audience de l'année. À l'intérieur du bus, Sandro n'a de cesse de paniquer. Il menace tout le monde, il fait les 100 pas, il hurle aux policiers que si quelqu'un fait quoi que ce soit, il tuera les otages. Puis, à 14h50, le BOP arrive à son tour. Il juge encore une fois primordial de ne pas agir dans la précipitation pour ne pas mettre la vie des otages en danger. La priorité est donnée aux négociations et le dialogue est établi grâce à un téléphone portable jeté à l'intérieur du bus. Et l'un des passagers ayant réussi à s'échapper par une fenêtre, un certain Edmar Floriano, 32 ans, va indiquer au BOP que le ravisseur était dans un état de nervosité intense au moment où il a fui, qu'il n'avait de cesse de crier et il en est sûr, vu son comportement, il a sûrement dû consommer énormément de drogue. Sandro, lui, n'a qu'une seule idée en tête, déguerpir au plus vite, mais il n'a pas confiance en la police. Il a peur que s'il se rend, on ne le tue. Quand on connaît son histoire, on comprend. Alors il veut des garanties. Il exige qu'on lui apporte 2 pistolets, 2 grenades et 1000 réals pour faciliter sa fuite. Alors, Sandro est tellement pauvre qu'il ne demandera que 1000 réals. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 182 €. Et pas d'entourloupe, sinon il va, je cite, faire sauter la tête de tout le monde. Alors vous pensez bien que les policiers ne comptent pas une minute lui apporter ce qu'il demande, surtout pas les grenades. Ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps. Ils déclareront aux journalistes, je cite, « Nous allons le battre par la fatigue ». Des tireurs, dans le doute en embuscade, vont se poster dans les bâtiments voisins.
Sandro sera identifié par les médias comme étant, je cite, un certain Sergio, un fugitif récemment évadé d'un poste de police. Et les policiers ne vont avoir de cesse de parler à Sandro. Son comportement est erratique, il se montre très rapidement agité, il n'y a pas pire pour les négociations, pas pire non plus pour les otages. 2 femmes feront même des malaises, tant la pression était insoutenable, tant la peur de mourir d'une minute à l'autre ne quittait pas leur esprit, parce que Sandro n'avait de cesse de les menacer à tout instant. Toi tu vas mourir, toi tu vas mourir, toi dans une demi-heure tu seras mort, toi ce sera dans 1 heure. Bref, il apparaîtra à l'occasion en tenant en joue tantôt un otage, tantôt un autre. Puis à 15h50, Sandro apparaît à une fenêtre. Sachez que la plupart du temps, il restait caché avec le reste des otages pour faire pression afin qu'on lui ramène ce qu'il demande. Et il tire en direction des journalistes et des policiers pour intensifier encore plus cette pression et personne n'est blessé. Puis 10 minutes plus tard, à 16h, il apparaît de nouveau à la fenêtre. Il tient cette fois une otage en joue et crie en direction d'une caméra « Tu te crois dans un film ? Ce n'est pas un film !» Puis une demi-heure plus tard, à 16h30, Sandro paraît se calmer. Voilà, il décide même de libérer un otage, mais pas folle la guêpe, pas n'importe quel otage. Il décide que ce sera le seul homme présent, un certain Williams Demoura, un étudiant en école de commerce. Et avant de le libérer, il lui dit que c'est son jour de chance. Alors imaginez un peu la joie de Williams qui déguerpit au plus vite et qui court se réfugier. Mais encore une fois, encore et toujours impossible de savoir sur quel pied danser avec Sandro, puisqu'après avoir libéré Williams, voilà qu'il recommence à s'agiter. On peut le voir se couvrir la tête d'un linge, arborant casquette et lunettes, et j'ai lu qu'il espérait ainsi ne pas être identifié. Alors ça n'a pas vraiment de sens puisqu'il était à visage découvert pendant presque 2 heures. Quel intérêt ? Certains otages témoigneront plus tard qu'il disait tout et son contraire, tantôt qu'il se rendrait, tantôt qu'il les tuerait tous, mais que, paradoxalement, pendant les périodes où il était calme, il n'avait pas l'air d'un homme méchant ou violent. Et qu'au fur et à mesure du temps qui passait, eh bien les otages ont réussi à se calmer un peu, parce qu'elles avaient la possibilité de beaucoup parler avec le ravisseur. Il s'est beaucoup confié, il a expliqué qu'il se sentait comme une victime du système, qui n'a jusqu'ici pas arrêté de faire preuve de violence vis-à-vis de lui, que cette société ne permettait pas aux gens comme lui de s'en sortir. Il a aussi expliqué, selon Luana, une otage, qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis et que s'il allait en prison, il serait probablement assassiné. Qu'il était impératif, s'il était arrêté, de rester seul dans une cellule et que c'est aussi pour ça qu'il ne veut pas se rendre, il veut avoir certaines garanties. Il y aura des moments à peine croyables. On pourra voir des officiers de police aller parler à Sandro, à quelques centimètres du bus, comme s'ils étaient accoudés au bar d'un café, et preuve du manque cruel de formation au sein de leur rang, certains ne portaient même pas de gilet pare-balles, comme l'exige pourtant la procédure. Et ce n'est pas pour que le ravisseur ait confiance, non. C'était un mélange d'inconscience et d'oubli. Et c'était d'autant plus dangereux que Sandro rebasculait sans arrêt dans des épisodes d'agitation. Il était presque comme incohérent au point où l'une des otages, Luana Guimaraes, lui a même demandé s'il n'avait ne serait-ce que connaissance de la date du jour. Soit quoi il a répondu que oui, que c'était même le jour de la Saint-Valentin et qu'il en profiterait peut-être pour tuer une otage en couple. Ce à quoi Luana lui a répondu en rigolant que ça risquait pas de lui arriver puisqu'elle était célibataire. Sandro va finalement prendre goût à toute cette attention avec le temps qui passe. Il fera des choses très bizarres comme draper une otage, la pauvre Janania Lopez, une étudiante de 23 ans, lui donnant ainsi des allures de fantôme, et il va l'attacher elle avec une cravate et il va la faire marcher comme ça, d'un bout à l'autre du bus. Scène qui n'a aucun sens. Et puis le tout en la menaçant. En voyant que rien n'avance et que cela fait maintenant 2 heures que la prise d'otage a commencé, Sandro va forcer Luana à écrire au rouge à lèvres rouge sur les fenêtres du bus les phrases suivantes. Il va tuer tout le monde à 18h. Et l'autre phrase, il a fait un pacte avec le diable. Et elle témoignera plus tard qu'il lui avait montré un tatouage qu'il avait sur le bras avec une sorte de dague et un diable et que ça l'avait terrorisé. Alors là, les policiers ne savent plus où donner de la tête, il manquerait plus que ça, du mysticisme.
Et avouez qu'il y a de quoi devenir fou. À chaque instant, Sandro change de discours, comme d'habitude. Et puis bientôt, il va demander à s'adresser aux médias. Pour une fois qu'on s'intéresse à lui, il a des choses à dire. Il explique face caméra à quel point les gens comme lui, les laissés pour compte, mis au banc de la société, se sentent oppressés, qu'ils ressentent une forme d'impuissance couplée à l'injustice de n'être considérés comme rien, ni personne, comme les ennemis de la société, comme de simples déchets. Il va également faire référence à la brutalité policière, ainsi qu'à la corruption. Et c'est là qu'il expliquera qu'enfant déjà, il avait vu nombre de ses amis mourir injustement, et c'est à ce moment qu'il va évoquer le massacre de la Candelaria. Alors, comment, selon lui, ne pas ressentir de sentiment d'injustice, et aussi et surtout, comment ne pas avoir de ressentiment envers les autorités? Alors, je vais essayer de vous retrouver la phrase exacte. Il a dit, voilà l'une de ses phrases. « Hé, mon pote, tu peux me filmer, cool. Regarde-moi, j'étais à Candelaria, le bordel est grave. Ils ont tué les petits frères dans la plus grande Judaria. Je n'ai donc plus rien à perdre. Non, mon frère. » Et une fois sa parole libérée, il semble à nouveau se calmer. Il décide même, à 17h15, de libérer Damiana Nascimento Souza. C'est une femme âgée de 39 ans. La pauvre s'est évanouie. On découvrira plus tard qu'elle a fait 2 AVC successifs. Et comme son état est de toute évidence dramatique et qu'il nécessite une aide médicale urgente, eh bien Sandro accepte qu'elle soit évacuée afin d'être soignée. Et elle fera un 3e AVC sur la route qui la conduit à l'hôpital. Et pour Damiana, eh bien la vie ne sera plus jamais la même. Elle perdra la parole, la forçant à communiquer par écrit. Sachez que par chance, elle retrouvera la parole, mais 5 ans plus tard, sans compter qu'elle restera paralysée du côté gauche de son corps. Elle ne se déplacera plus qu'avec une extrême difficulté, profondément handicapée, mais aussi et surtout traumatisée. Après cet incident, elle vivra recluse chez elle, dans sa maison, perchée au sommet du Morro da Rocinha. Elle ne sortira de chez elle que pour ses soins médicaux, et elle ne fera qu'une seule exception, c'est le jour où elle s'en ira déposer des fleurs sur les lieux de la prise d'otage. Puis, elle retournera à sa vie de recluse, loin de tout. Il lui faudra de nombreuses années pour enfin recommencer à s'ouvrir au monde. Elle finira même par accepter une interview et plusieurs interviews plus tard. Donc revenons à la prise d'otage. Pour tenter de faire bouger les choses à 17h40, comme son ultimatum approche et pour faire pression une fois de plus sur la police, Sandro va obliger la pauvre Janana Lopez. Souvenez-vous, c'est elle qui devait se balader avec un drap sur elle. Alors la pauvre, elle va vraiment prendre cher. Pistolet sur la tempe, dans la bouche, tirage de cheveux, bref. Il va l'exhiber à la fenêtre, puis l'obliger à s'allonger sur le sol, lui ordonner de fermer les yeux et de ne plus bouger, pas même le petit doigt, si elle tient à la vie. Puis il va tirer un coup de feu à côté d'elle et il va obliger une otage à aller crier à l'une des fenêtres qu'une otage venait d'être abattue. Alors, vu de l'extérieur, tout le monde pense que Janana est morte. Sa mort sera même annoncée à la télévision et c'est désemparé et en regardant leur téléviseur que ses parents apprendront sa mort. Alors, spoiler alert, imaginez un peu leur surprise quand, 1 heure plus tard, à l'issue de la prise d'otage, elle se relèvera. Eh bien, ils pleureront littéralement de joie. Mais donc, pour l'heure, tout le monde la pense morte. Et Sandro se rendra vite compte que sa mascarade n'a aucun effet sur les policiers. Puis, l'heure annoncée au rouge à lèvres sur les vitres du bus arrive. Il est désormais 18h. Du côté des policiers, la tension est à son comble. Et fort heureusement, c'était là des menaces en l'air puisque Sandro ne les mettra pas à exécution. Et les négociations en réalité semblent même avancer puisque, comprenant qu'il n'a aucune autre solution, Sandro manifeste son intention de se rendre. Et cette fois, il ne change pas d'avis. Se rendre, oui, mais pas n'importe comment. Il connaît bien les méthodes de la police et il a peur de ne pas s'en sortir et de tomber dans un piège. Alors, ce qu'il veut, ce sont des garanties. Et imaginez que tout ce temps, les Brésiliens assistent à tout ça. Et les scènes, je ne peux même pas vous les montrer tellement elles sont violentes. Eh bien, les Brésiliens vont assister à tout ça, petits comme grands, scotchés à leur téléviseur, mais chacun commence à entrevoir enfin le bout du tunnel
La police aussi et les otages aussi. La prise d'otage dure depuis déjà 5 heures. Alors les policiers le rassurent au maximum. Ils lui assurent que s'il se rend, ils ne lui feront rien. Ils s'engagent à ne pas ouvrir le feu sur lui, à simplement l'appréhender. Sandro n'est pas convaincu. Alors il décide pour plus de sécurité et pour dissuader les policiers de lui tirer dessus, d'utiliser l'un des otages comme bouclier humain. Il choisit au hasard Geisa Firmo Goncalves. C'est une enseignante en artisanat de 21 ans. Il lui dit, je trouve ça un peu cruel, on va faire une petite promenade. Il est alors 18h47. Et la scène qui va suivre, et qui sera encore une fois diffusée en direct à la télévision, est terrible. Tout simplement terrible. Ces images sont sur la plateforme, et vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas vous les montrer. Elles m'ont fait mal au cœur. Il n'y a pas que l'issue qui m'a fait mal au cœur. Il y a eu notamment ce moment où, avant de sortir du bus, il empoigne Geisa par les cheveux, mais c'est vraiment violent. Il ouvre la fenêtre, il la force à crier quelque chose par la fenêtre, il hurle aussi, il prévient que si les policiers essayent de faire quoi que ce soit, il va la tuer. La pauvre, elle est terrorisée, elle est en larmes, et comme si ça ne suffisait pas, il continue de lui tirer violemment les cheveux, cette fois en arrière, et il enfonce. J'ai l'impression qu'il a mis toute son arme. Il enfonce son arme dans la bouche de Geisa en continuant de hurler. Puis, il la plaque devant lui, tout en la tenant en joue avec son arme, et il ordonne à une otage d'ouvrir la porte du bus. Il va sauter avec Geisa hors du bus. Il y a des policiers qui lui font face. Ils restent à bonne distance. Ils sont prêts, mais pas trop non plus. Ils restent calmes. Ils ne sont pas armés. Ils lèvent même les mains en l'air en signe d'apaisement. Et tout se passe bien. Et puis tout se serait bien passé en réalité. Mais, un policier situé derrière Sandro va s'avancer brusquement, arme à la main. Et quand on regarde la scène, on se dit « Mais pourquoi il fait ça ? Ça n'a pas de sens. » Tout était à 2 doigts de bien se passer. Il n'y avait qu'à attendre quelques secondes et c'était réglé. Mais non, lui, par derrière, il fonce sur Sandro avec son arme à la main. On se demande même pourquoi il avance s'il a une arme. Pourquoi tu tires pas ? On apprendra plus tard qu'il s'agit d'un certain Marcelo de Oliveira Santos, 27 ans, et il est novice. C'était un ancien écrivain. Il a été formé récemment et il est complètement inexpérimenté. Et la preuve, Sandro va le voir arriver, il va paniquer et il a à peine le temps de se retourner que le policier va tirer sur lui. Sachez qu'il n'a même pas 1 mètre de Sandro. Mais la balle, elle va venir se loger dans le visage de Geisa. Et le reste des balles tirées par le policier, qui ne s'est de toute évidence pas visé, n'atteindront même pas Sandro. Et même les policiers qui font face à Sandro sont surpris de ce qui se passe. Là, c'était pas prévu pour eux. Et alors que Geisa s'écroule, Sandro finit le travail et lui tire 3 autres balles. Elle a été touchée donc au visage, au cou, au thorax et à l'abdomen. Et j'ai trouvé ça vraiment cruel de la part de Sandro. Tirer sur Geisa alors que ça n'aurait rien changé à son sort. Jusqu'ici, il n'avait proféré que des menaces en l'air. Il voulait faire peur, mais il n'a pas fait de mal. Il n'a pas blessé quelqu'un. Mais ça, quand j'ai vu ça, je n'ai plus eu aucune empathie pour lui. Je vous invite à aller voir les images si ça vous intéresse, mais sachez encore une fois qu'elles ne sont pas faciles à voir. Les policiers se jettent alors sur lui et dans la seconde, c'est une foule entière qui se précipite sur Sandro. Les badauds qui ont assisté à la scène ne veulent qu'une seule chose, le lyncher. Alors vous voyez des hommes qui courent comme ça, et c'est avec beaucoup de mal et in extremis que les policiers vont arriver à évacuer Sandro en le jetant comme ça à l'arrière d'une voiture de police. Et Sandro n'a pas hésité à être très très virulent, il va mordre un policier. Putain, il lui sauve la vie, Il était si virulent qu'en tentant de le maîtriser, un autre se cassera le bras. Bref, Geisa, quant à elle, est transportée en urgence à l'hôpital. Sur le trajet, elle fera 2 arrêts cardiaques, mais elle ne survivra pas puisqu'elle décédera à l'hôpital. Et ce qui est d'autant plus cruel, c'est que comme la mère de Sandro, avant elle, Geisa était elle aussi enceinte. Elle était enceinte de 2 mois.
C'est un fiasco monumental qui sera considéré comme, je cite, une grossière erreur et un usage imprudent et inutile de la force. Mais ce n'est pas fini. Le reste des événements est tout aussi improbable et ils vont se passer à l'abri des regards dans le fourgon de police. Le karma de Sandro va à la vitesse de l'éclair, avec un petit coup de pouce du destin, ou devrais-je dire de la police. Eh bien, Sandro va lui aussi mourir, et dans les secondes, minutes qui suivent son arrestation. Alors qu'il avait été embarqué indemne et en parfaite santé, eh bien, il mourra asphyxié dans la voiture de police. Et si vous pensez que c'est là un accident, une de ces arrestations, disons, un peu trop musclées, eh bien, vous vous trompez. Non. C'était là une mise à mort. Voilà, les policiers ont juste décidé de se venger sans attendre en l'étouffant. Ils diront plus tard que c'était là un accident, mais non. Et la preuve, 3 d'entre eux seront même jugés. Ils devront faire face à des accusations d'homicide volontaire. Voilà, c'est donc incrédule que quelques minutes seulement après la mort de Geisa, que les journalistes annoncent la mort de Sandro. Et à ce moment, les Brésiliens veulent savoir 2 choses. La première, c'est quelle balle a tué Geisa ? Est-ce que c'est celle du policier ou est-ce que c'est celle de Sandro ? La deuxième chose qu'ils veulent savoir, c'est comment est mort Sandro. Et le gouverneur de Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, va déclarer le soir même ne pas être satisfait de l'issue des événements. Et il va expliquer qu'une autopsie sera effectuée dans les plus brefs délais, car, je cite, « la victime aurait pu être sa fille ». Quant à la mort de Sandro, oui, son karma est clair, il est vrai, va en satisfaire plus d'un, mais ça appuie une fois de plus sur l'un des problèmes qui gangrènent le pays depuis des années. Problème que soulevait justement Sandro dans ses déclarations, celle des violences policières et de l'impunité dont semblent jouir les forces de l'ordre. Preuve en est presque en direct. Les agents n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de s'affranchir de la loi comme bon leur semble. Sandro, aussi coupable soit-il, devait être jugé comme tout un chacun. Et cette impunité, les Brésiliens en ont assez. C'est une situation qui ne peut plus durer, mais qui n'a de cesse en réalité de durer. Et le débat occupait déjà et depuis de nombreuses années le cœur des actualités, des débats politiques. Non, ils ne peuvent pas tuer qui ils veulent, comme bon leur semble, encore une fois. Donc les 3 policiers seront poursuivis, en toute logique, pour avoir tué Sandro. Il s'agit du capitaine Ricardo de Souza et des soldats Flavio Durval et Marcio Araújo. Et ils seront jugés ultérieurement et on y reviendra. Donc le soir même du drame, en attendant les résultats de l'autopsie de Geisa, qui en principe doivent avoir lieu dans la nuit, eh bien des débats enflammés seront diffusés à la télévision, débats qui dureront toute la nuit. Tous s'accorderont à dire que l'assaut était aussi précipité qu'inutile, qu'il était si risqué et qu'il ne pouvait, vu la configuration des lieux, qu'entraîner un désastre. Mais le policier, et ça c'est une autre question qui sera soulevée, a-t-il tiré de son initiative ou les policiers avaient-ils reçu l'ordre de le faire au préalable, alors même que la logique aurait été de réceptionner Sandro. Il se rend, il prend un otage pour se protéger, on le récupère, l'otage est libéré. Et il est vrai que le directeur des opérations du GOT sera tout simplement aux abonnés absents. Voilà. Il va simplement indiquer par voie de communiqué qu'il n'a jamais donné l'ordre à qui que ce soit de tuer le ravisseur qui se rendait. Voilà. Et c'est très étonnant de ne pas le voir, d'ailleurs. Or, des images montreront une sorte de brainstorming juste avant que Sandro ne se rende, qui laisse penser aux journalistes qu'il ment et qu'il a probablement récupéré une partie de l'équipe pour dire le premier qu'il a dans son champ de vision, eh bien, il lui tire dessus. Bref. Le lendemain, alors que tous attendent les résultats de l'autopsie de Geisa, qui, rappelons-le, devait être effectuée dans la nuit même parce qu'elle aurait pu être ma fille, eh bien, les résultats n'arrivent pas. Et comme les résultats n'arrivent pas, les gens commencent à penser que les autorités ont quelque chose à cacher. Il sera simplement dit que la balle du policier a effleuré son menton. Alors,
mais sans plus. On ne sait pas quelle balle l'a tué pour autant. Alors j'ai cherché longtemps, j'ai fouillé encore et encore, franchement ça a duré des heures. J'ai passé en revue énormément d'articles, mais aucun n'indique quelle balle a été mortelle. Alors si ce n'est pas celle du policier, d'accord, pas de problème. Est-ce que c'est la première qu'a tiré Sandro ? Ou alors est-ce que c'est la deuxième ? Ou la troisième ? Donc bon, après, sans mentir, j'ai fouillé des heures et j'ai lâché l'affaire. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça suspect et comme on dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, je ne préfère pas m'avancer. J'ai peut-être loupé une information. Les cas brésiliens, quand on n'est pas brésilien, c'est extrêmement compliqué. C'est des cas qui demandent le double, voire le triple du temps normal parce que j'ai pour habitude d'appeler certains journalistes brésiliens des journalistes scénaristes. On lit tout et son contraire. C'est incroyable. Tout est romancé, tout est transformé. Donc, je vais en rester à la version officielle qui est, je cite, « Elle est morte après avoir reçu 4 balles, une du policier et 3 de Sandro, aux endroits que je vous ai précédemment cités, qui, avouons-le, ne fait pas avancer le schmilblick. » Donc, le policier qui a tiré par erreur sur Geisa, sachez-le, ne sera pas poursuivi. Et il est vrai que d'une certaine manière, est-ce qu'il y est vraiment pour quelque chose ? Avec le peu de formation qu'il a eu, les responsables sont ceux qui l'ont placé là, avec une arme dans les mains, arme qu'il ne sait pas utiliser. Et tout ça, ça aura au moins le mérite d'entraîner une profonde réforme de la police, la nécessité d'offrir une meilleure formation aux policiers. Non, on ne se balade pas lors d'une prise d'otage sans gilet pare-balles. Non, on ne confie pas une arme à un agent novice, à peine formé à son utilisation, et qui n'en a pas utilisé depuis 5 mois. Vraiment. Si vous regardez les images, quand il vise à côté de Sandro, à la fin, il est à 30 cm de lui. Et aucune balle ne va l'atteindre. Et en regardant les images, on se dit, mais c'est pas possible, c'est grotesque. On dirait un sketch. Mais ça montre aussi la difficulté à s'en servir. Donc, la formation nécessaire. D'autant plus en cas de pression intense. Comme ça, il aurait fallu des policiers chevronnés. Et un meilleur protocole d'action en cas de prise d'otage sera également mis en place. Le gouvernement promettra également que les bavures policières seront sévèrement punies. Bla bla bla. Quant aux policiers qui ont exécuté Sandro, ils seront jugés en décembre 2002, plus de 2 ans après les faits, et ils seront tous acquittés par 4 voix contre 3 et ils ressortiront libres. Mais ce n'est pas tout. Un autre débat fera son apparition au détour de ce fait divers, celui de la diffusion en direct à la télévision de ce type d'événement. Événement qui à tout moment peut basculer dans une violence inouïe. Alors, imaginez que des tout petits ont vu la télé et ils ont vu ces images que je ne peux même pas vous diffuser à vous, adultes. Et l'un des seuls médias à ne pas avoir diffusé en direct les images, justement pour cette raison, c'était Globo News. Eux, contrairement aux autres, ils ont fait le choix de maintenir leur grille de diffusion classique, alors même qu'ils avaient des journalistes sur place, et ils ont simplement inséré des flashs d'infos pendant les pauses publicitaires. Et du point de vue de la France, ainsi que de nombreux pays, on pourrait se dire que c'est une sage décision, mais le directeur du centre de journalisme Globo de l'époque, un certain Evandro Carlos de Andrade, a décidé finalement que la couverture de ce type d'événement devrait être maintenue et diffusée en direct et sans interruption, et qu'il appartient aux familles, chez elles, à la maison, de prendre des précautions, et que décider pour le public de limiter l'accès à ces images serait, selon lui, une forme de censure. Et d'ailleurs, le pays est connu pour ça, quoi qu'il se passe, braquage, prise d'otage, règlement de compte, les journalistes affluent toujours à la vitesse de la lumière. Ils diffusent tout en direct, quelle que soit l'heure, et ils envahissent littéralement les scènes de crime. S'adressant parfois même aux criminels, comme ça ils leur tendent le micro, et arrivant parfois même avant la police. Et ça, c'est un voyeurisme qui est poussé à l'extrême. Ça encore, bon. Mais c'est potentiellement très dangereux, en fait, pour eux comme pour les victimes. Et autre débat encore, vif débat même, qui n'aura de cesse d'occuper la scène médiatique, il concerne la pauvreté et les inégalités sociales. Et rétrospectivement, on considère qu'elles ont joué un rôle important dans les événements du détournement du bus 174, beaucoup considérant
que la pauvreté et les inégalités peuvent conduire à la criminalité. C'est là une autoroute directe vers la violence, ou du moins à des actes désespérés. Combien de Sandro désespérés et prêts à tout, et au pire, pour se sortir de leurs problèmes / conditions, sont là quelque part, dans les rues, prêts à passer à l'action? Combien sont-ils également à tomber dans la violence et dans les drogues à un très jeune âge, sans que l'État ne fasse rien? Comment on peut laisser dans l'indifférence la plus totale des milliers d'enfants dormir comme ça dans les rues, des enfants qui sont exposés à des conditions de vie indignes, à un climat si violent qu'il en ferait perdre son humanité à n'importe qui? Pourquoi ils ne sont pas plus encadrés, qu'on ne leur apprend pas à lire et à écrire, qu'on ne les forme pas? Alors d'aucuns considèrent que lutter contre la criminalité, ce n'est pas seulement pourchasser, arrêter et tuer les criminels, c'est aussi tendre la main aux indigents, permettre aux classes les plus défavorisées d'avoir des perspectives d'avenir. En somme, il faut remettre en marche un ascenseur social qui semble bloqué au 36e sous-sol depuis toujours. Et ce débat sera encore plus vif à la sortie du film Rio, ligne 174. C'est véritablement au travers de ce film, certes romancé, mais qui a nécessité au réalisateur une enquête approfondie sur la jeunesse de Sandro. Il est allé interroger sa famille, ses amis, ses éducateurs, et ce film va en toucher plus d'un, et il va en révulser d'autres, forcément. Et c'est au travers de ce film qu'on apprendra par exemple que les policiers n'ont pas contacté Yvonne, c'est elle, la tante de cœur de Sandro. Il avait demandé à lui parler lors de la prise d'otage, et ça elle ne l'a su qu'en regardant le film, et elle en est sûre. Elle aurait pu le raisonner. Et en tout cas, ne pas essayer était, selon elle, une terrible erreur de la part des policiers. Ça a duré 5 heures. Elle était juste à côté. Pourquoi on ne l'appelle pas? Pourquoi on ne la fait pas intervenir? Et des Sandro, il y en a partout dans les rues de Rio. Ils dorment sur des cartons. Et pour vous donner une idée, à la suite du massacre de l'église, sur les 430 enfants et adolescents qui ont rejoint un projet appelé URE, un projet mis en place pour aider les enfants des rues à s'en sortir, sachez que 420 enfants sur ces 430 avaient déjà été témoins de meurtres, de tortures ou de violences extrêmes. Et donc, la tante de cœur, à ne pas confondre avec la tante biologique, celle qui a donc recueilli avec son association les enfants après le massacre de la Candelaria, a déclaré qu'il y a un manque de politique éducative et préventive pour les enfants dans le pays. Ils sont abandonnés à leur sort. Elle a dit, je cite, « Quand les enfants deviennent des délinquants, voilà le prix à payer pour les familles et la société. Et c'est un prix qui est très élevé. » Fin de citation. Et hasard du calendrier, le film très 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 connu, La Cité de Dieu, sortira presque en même temps que ces événements. Et il est basé sur des faits réels et le sujet est similaire, il se passe dans les favelas et on suit des jeunes ayant un profil similaire à celui de Sandro. Alors il aura une résonance toute particulière au Brésil et ce sera un succès dans le monde entier. Et on pourrait se dire cool, enfin un film percutant qui a énormément de succès et qui parle des conditions de vie des jeunes dans les bidonvilles. Eh bien encore une fois, la réalité est beaucoup plus sordide. Sachez, pour la petite histoire, que les acteurs qui n'étaient pas des professionnels. Ils étaient tout comme leurs personnages et Sandro issus des favelas. Ils avaient été choisis pour ça, pour au mieux incarner leurs personnages. Eh bien, ils seront littéralement arnaqués. Voilà. À la fin du film, une fois qu'ils ont tourné le film, on va leur laisser le choix. Donc, ce sont des jeunes désargentés, et qui ne bénéficient d'aucun conseil juridique puisque le film vient d'être tourné, il n'est même pas encore en production. Eh bien, on va leur laisser le choix de soit être payé une somme rondelette tout de suite après le tournage. Alors c'était une misère, mais aux yeux de ces jeunes acteurs, c'est une somme incroyable. Souvenez-vous, Sandro, pour s'enfuir, il demande 200 €. Imaginez dans quelle pauvreté vivent ces jeunes. Mais s'ils acceptent cette somme, faussement rondelette, eh bien, ils s'assoient alors sur les redevances. Je ne sais pas si on dit redevances ou sur leur droit à l'image, bref. Ou alors, ils choisissent d'être payés moins tout de suite, mais ils recevront une part des bénéfices
dans le cadre de leur droit à l'image. N'importe quel avocat leur aurait dit « vous prenez les bénéfices. Prenez les bénéfices, vous aurez une sorte de rente à vie. Prenez les bénéfices. Et asseyez-vous sur une partie de l'argent maintenant. » Mais n'ayant pas été conseillés, eh bien, ils ont tous choisi la grosse, entre guillemets, somme d'argent. Et ce film a généré des recettes records. Et il est encore à ce jour une véritable machine à cash. C'est un véritable chef-d'œuvre, considéré comme un classique. Et ces acteurs ne percevront pas un centime. Et ils ne se sont rendus compte que trop tard qu'on les avait arnaqués. Mais un contrat est un contrat et ils ne peuvent légalement plus rien faire. Et ils ont tous fini de dépenser cet argent il y a fort longtemps. Un a acheté un scooter, l'autre, bref. Et alors qu'ils auraient pu devenir rentiers et définitivement se sortir de la misère, eh bien, actionnaires, producteurs, etc., non, ils ne voulaient pas puisqu'ils voulaient garder toutes les parts du gâteau pour eux. Alors on vit vraiment dans un monde bienveillant, fait de solidarité et de fraternité, voilà. Et pour terminer, sachez que les obsèques de Cheiza, qui étaient elle aussi, pour la petite histoire, issue des favelas, n'était pas dans une situation aussi dramatique que Sandro, mais elle ne roulait pas sur l'or non plus. Eh bien, elle enseignait l'artisanat dans une favelas et elle était venue, comme Sandro avant elle, avec son mari pour tenter sa chance à Rio. Eh bien, elle sera enterrée, ou devrais-je dire, ils seront, avec son bébé, enterrés en la présence de 3000 personnes venues lui rendre hommage. Sachez que sa famille a attaqué l'État pour faute grave dans la gestion des événements. Certes, Sandro a tué Cheiza, mais d'une certaine manière, la police aussi. Et l'État leur donnera raison. Et c'est son père qui devait être bénéficiaire de l'importante compensation financière, mais il ne recevra jamais un centime. Alors de 1, l'administration ne s'est jamais foulée pour débloquer la somme. Voilà, il s'est passé des années et des années avant qu'il ne daigne débloquer la somme. Et le temps que l'administration le fasse, donc des décennies plus tard, le père de Cheiza a tout simplement disparu. C'est son avocat qui va le dire. Il n'arrive pas à le contacter, il ne sait pas s'il est mort ni s'il est en vie. Donc l'argent reste bloqué là. J'imagine que l'État est bien content parce que c'est lui le seul bénéficiaire. Quant à Sandro, il sera enterré dans une tombe peu profonde, dans le cimetière des indigents. On peut presque parler en réalité de fosse commune. Et seule sa tante biologique a fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Sandro était seul. Voilà, il se sentait seul et il sera enterré seul, avec toujours tout de même cette tante. Elle est toujours là quelque part et semble être la seule et l'unique personne à n'avoir jamais posé un regard sur lui depuis la mort de sa mère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je remercie chaleureusement Dice Dream qui a permis cette vidéo d'y consacrer du temps. Mamma mia les cas brésiliens, je vous jure. N'hésitez surtout pas à télécharger gratuitement le jeu Dice Dream. Le lien se trouve en barre d'infos et vous pouvez également scanner le QR code. Là, il s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à dégainer votre téléphone. C'est gratuit, enfonce, essayez-le. Et enfin, pour terminer, je vais vous poser la question que se sont posés les Brésiliens à l'époque. Sandro est-il un voyou impitoyable ou est-il une énième victime de la société ? À vos claviers, les amis. Après tout, c'est aussi ça, YouCrime version 2024. Les sujets qu'on choisit ont souvent matière à débat. Alors pourquoi ne pas débattre en commentaire ? Voilà, je vous dis à bientôt. Un petit like ou un abonnement pour soutenir notre travail est toujours le bienvenu, ça me ferait très plaisir. Et activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre triste histoire, les amis.